Donc aujourd'hui, le cours de la journée va être sur deux phases. La première phase va être la fin du chapitre 8, que vous êtes censé avoir quelque peu revu, je l'espère en tout cas. Et, et on va commencer le chapitre 9. Alors, je m'excite un peu, mais je pense que donc dimanche, vu qu'on va faire questions-réponses, donc dimanche, il y a le cours en spectro de Tristan, et après, j'interviendrai un peu pour les questions-réponses. Donc, on aura le temps de faire quelques petites révisions qui seront sympathiques. Dernière chose, au niveau du Parcoursup, vous avez reçu vos réponses, la plupart directement. Vous avez directement eu, mais il y en a certains qui sont sur liste d'attente. Il n'y a aucune panique à avoir. Hein. Liste d'attente, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que ça va se décanter et au fur et à mesure, on va vous appeler. Donc, ne vous inquiétez pas trop sur le sujet. Ok, donc ça va arriver rapidement. Ok, alors, je vais donc partager mon écran pour vous montrer le chapitre 8 qu'on avait vu la dernière fois. Tout le monde voit mon écran? Ouais. Bon, si vous me dites rien, c'est Oui. bon. Ok. Alors, j'aimerais par contre, si ça ne vous embête pas, hein, que chacun mette son masque aujourd'hui devant son ordinateur parce que par rapport au coronavirus, c'est quand même important. Alors, je plaisante. C'est une petite blagounette. Je sors du cabinet, je suis un peu fatigué. Donc, si je sors des blagounettes comme ça, c'est normal. Alors, très intéressant. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de fondamental qu'on a déjà un peu entrevu, mais on va découvrir une notion. Alors, au niveau de la glycosylation, ce qui était très intéressant et très important à retenir, c'est qu'il y en avait trois types, la N, la C et la O, et qu'il y avait un principe de base qui était que la glycosylation se fait au niveau extracellulaire. Ça, c'était le principe de base. Bon. Maintenant, ça, le principe de base, il est clair. Les sucres, c'est à l'extérieur. En tout cas, quand le sucre il est sur le lipide et sur le cholestérol, surtout, c'est à l'extérieur. Maintenant, quand il est sur une protéine, on avait dit qu'il y avait des exceptions. Bon. On avait dit que la haute glycosylation peut se retrouver à l'intérieur, c'est-à-dire en intracellulaire, mais elle ne peut se retrouver que sur une protéine qui est complètement intracellulaire. C'est-à-dire que, je ne sais pas si j'ai un exemple, j'ai un mauvais exemple, voilà. Bon, là, on est au niveau d'un RE, mais peu importe, on a une protéine, on peut avoir une protéine ici qui est transmembranaire. Euh, Imaginez ici, elle a un grand domaine transmembranaire, on ne peut pas avoir une haute glycosylation sur la protéine qui est transmembranaire. D'accord? La haute glycosylation, lorsqu'elle est intracellulaire, elle peut se retrouver que sur une protéine qui est complètement intracellulaire, soluble dans le cytosol. Donc ça, c'était l'exception dans l'exception, si vous voulez, et ça, c'est la base qu'il faut savoir. Maintenant, comme je vous dis chaque fois au niveau de la glycosylation, les questions sont toujours les suivantes. Finalement, à quel moment le sucre s'est mis sur la protéine? Alors, ceux qui pensent que le sucre s'est mis sur la protéine lorsqu'elle était dans la membrane plasmique, tout le monde, j'espère, a bien saisi que c'est faux. Okay, c'est-à-dire que la protéine en question, lorsqu'on lui a rajouté des sucres, c'était lors de sa néosynthèse. C'était en amont. Lorsqu'elle est dans la membrane plasmique, comme je vous dis chaque fois, elle est déjà mature. On ne lui enlève rien. Elle est toujours là. On lui enlève et rajoute rien du tout.
Donc, on avait dit, et donc ça faisait l'objet du dernier schéma du chapitre 2 sur la membrane plasmique. Donc, vous le verrez. On avait dit quoi? On avait dit que la N et la C-glycosylation se passent au niveau du RE et la O-glycosylation se met au niveau lorsque la protéine est dans le Golgi. D'accord? Et donc ça, c'était vraiment c'était la petite finesse de se dire, bon, bah, ok, maintenant je sais, la N et la C, la O, c'est toujours en haut, la O, ça peut être en bas, mais c'est où que ça se met? Bah, ça se met la N et la C dans la RE, la O-glycosylation dans le Golgi. Et on avait dit aussi que lorsque la O-glycosylation se met sur une protéine intracellulaire, elle se met dans le cytosol. Okay, ce n'est pas dans le Golgi, c'est dans le cytosol. Donc ça, a priori, c'est censé être des petits rappels. Maintenant, la troisième finesse. Alors, est-ce que déjà, c'est bon, il y a des questions sur ça déjà? Non? Bon. S'il y a des questions, vous me dites. Mais voilà, ça, c'est la base de ce qu'on a vu depuis le début. Maintenant, la chose nouvelle que l'on va voir aujourd'hui, c'est comment ça se met. Voilà. On a vu où ça se met, à quel moment ça se met. Maintenant, on va voir le comment. Alors, vous voyez dans ce schéma, et ça faisait l'objet de certains cours, de certaines questions de QCM qu'on a déjà vues. Comment ça se met? C'est très simple. Très, très simple. En fait, la protéine, elle n'est pas ici. On ne la voit pas ici. On ne la voit pas pour une seule et bonne raison, c'est qu'elle vient dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'ici, on est dans la formation de la glycosylation. Après, cette glycosylation va se mettre sur la protéine. Okay, c'est dans un deuxième temps. Donc, ça se met ici, après. Mais ici, ce qui est important, c'est comment ces sucres se mettent. Alors, oubliez maintenant, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur les constituants, mais vous pouvez déjà à présent noter qu'en fait, le constituant d'un sucre, d'abord, il y a ce qu'on appelle un acide gras, un dolicol, qui va se mettre au niveau de la membrane plasmique, et c'est sur ce dolicol que va se mettre les phosphates, les résidus sucrés, qui vont se mettre au fur et à mesure. Donc, la construction, on va parler bien, la construction de l'arborisation sucrée, et ça, c'est une nouveauté pour vous, commence dans le cytosol. Alors, excuse-moi, j'ai un peu désagréable, 2 secondes, ne bougez pas. Donc, je disais que l'arborisation sucrée commence sa synthèse, la construction de l'arborescence sucrée commence sur la phase cytosolique. Donc ici, vous voyez sur le schéma que les sucres commencent à se mettre. Alors encore une fois, on n'a pas de protéines, hein, c'est que les sucres qui se construisent. Ils se construisent au niveau, donc ici, de la protéine, excusez-moi justement, de dolicol, ok. Et lorsque la totalité des résidus sucrés ont été synthétisés, là, à ce moment-là, on va basculer. On va basculer vers l'intérieur, vers la lumière. Okay, je rappelle, au niveau d'une membrane du RE. Là, c'est le cytosol. Et là, c'est le flip-flop. D'accord? Bon. Et là, c'est la lumière. Et justement, il y a un phénomène de flip-flop qui va permettre aux résidus sucrés de passer du cytosol, en gros, à ici, à la lumière du RE. Alors, encore une fois, faites attention. Je ne veux pas que ça remette vos principes en disant mais non, mais les sucres, c'est qu'en extracellulaire, comment ça se fait en cytosol? Là, on parle de la construction du sucre, on parle de la préparation. Après, tout ce que je vous ai dit depuis le début de l'année, c'est où à la fin elle est. Okay, mais ici, pour le moment, elle se construit dans le cytosol. Donc, ça, c'est des questions classiques d'examen. On vous dit le début de la construction de l'arborescence sucrée commence sur la face cytosolique. Okay, bon, ça, c'est des questions classiques que vous allez revoir. Donc, ici, donc c'est ce qui est marqué sur le schéma. Donc, ça, c'est très clair. Maintenant, ici, pareil, on vous prend un exemple. Okay, vous savez que la N-glycosylation se met dans le RE. Elle se met dans le RE, donc pareil. Il y a ici, alors attendez, juste la lumière du RE, c'est là. Le translocon, il est là.
le cytosol il est là, la protéine qui se fait synthétiser. On a notre construction qui est faite en amont ici, ok. Le flip-flop est arrivé et on est ici. Donc ici, si vous voulez, la suite de ce schéma, il est là. Ok. Puis après, il y a ce qu'on appelle des N-glycosyltransférases. En gros, c'est des protéines qui vont permettre le transfert de la N-glycosylation sur la protéine. Ok. Donc, en gros, la N-glycosylation, on vous dit que c'est 14 résidus sucrés et ça va se mettre sur l'atome d'azote, okay, puisque c'est N-glycosylation, sur le résidu de sparagine. D'accord. Et donc là, la protéine, elle chope son sucre au niveau du RE. Puis après, okay, on connaît la suite. Ben, la protéine va aller, elle va être exportée par le flux vectoriel membranaire et permanent vers la membrane plasmique. Et là, le sucre va se retrouver à l'extérieur. D'accord. Donc ça c'est vraiment, c'est pour ça que c'est fondamental. Ça vous montre maintenant, presque maintenant, je vous connaissez tout. C'est-à-dire du début de la synthèse de la protéine à la fin de la protéine, vous connaissez toutes les étapes et c'est important de se les rappeler. Okay, mais même on commence de l'ADN, okay, on est au niveau de l'ADN, il y a des ARN polymérases qui vont se fixer sur l'ADN, qui vont fabriquer et synthétiser un ARN. L'ARN messager et les autres ARN passent par les pores nucléaires, vont rencontrer un ribosome. Ce ribosome, il va soit avoir un signal d'adressage ou pas. S'il a un signal d'adressage, il va vers le RE. Et à ce moment-là, la protéine elle commence à se faire synthétiser. Et donc là, à ce moment-là, on lui met les sucres. Les sucres se mettent, ça va vers le Golgi, puis ça va vers la membrane plasmique. Okay, donc je veux vraiment que cette suite d'événements, on va dire, pour parler vulgairement, je veux que vous les connaissiez. Après, les nombres de résidus, combien il y en a, je ne suis pas regardant sur ça. Voilà, on vous dit juste qu'il y a 14 résidus, après on enlève. C'est ce qu'on appelle la modification post-traductionnelle. Donc pareil sur la C-glycosylation, sauf que ça se fait sur le résidu tryptophane, sur un résidu de carbone, et la haute glycosylation, c'est la même chose. Juste à noter un élément important, on avait vu dans le chapitre 2 le phénomène de flip-flop. Alors, on avait dit que le phénomène de flip-flop, c'était surtout retrouvé au niveau des lipides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de protéines qui font des flip-flops. Okay, flip-flop, c'est quoi? C'est passer d'un feuillet à un autre. Okay, je rappelle que il y a la membrane plasmique, c'est une bicouche lipidique. Ben, pour passer à un feuillet à un autre, ben, on a besoin du phénomène de flip-flop. Et ce phénomène de flip-flop, depuis le début de l'année, je vous avais dit que c'était un phénomène qui était actif. C'est-à-dire quoi? Actif, qui consomme de l'énergie. Donc, au niveau de la membrane plasmique, le phénomène de flip-flop est un phénomène actif. OK? Bon. Maintenant, ce phénomène ici, qui est ici au niveau de la membrane du REG, est réalisé par des flippases. Bon, c'est facile à retenir. Par contre, il n'y a pas de consommation d'énergie ici. Alors, je ne sais pas si c'est noté quelque part, mais bon, si c'est noté quelque part, vous allez voir. Mais ici, la flip-flop au niveau du RE est différent du flip-flop au niveau de la membrane plasmique, puisqu'il n'y a pas de consommation d'énergie. OK. Deuxième chose, le GPI. Alors, je rappelle la définition d'un GPI. C'est un résidu, en tout cas, c'est une partie glycoprotéique. Okay, c'est pas excusez-moi, glycolipidique, puisque le GPI, ce n'est pas une protéine. C'est glycolipidique, et même avec un phosphate, qui permet, et ça c'est encore une fois la définition du GPI, qui permet l'accrochage de la protéine sur la face extracellulaire. C'est-à-dire, je vous rappelle, hein, vous allez même dans votre chapitre 2, alors juste ici, je le vois avec vous, parce que ça, c'est quand même important. Donc, au niveau du chapitre 2, le GPI, alors je crois que le GPI, d'ailleurs, on le voit dès le début, dans les premiers schémas. Voilà, donc le GPI, c'est ça. Il permet l'accrochage d'une protéine extracellulaire. Donc, la protéine extracellulaire, elle est soluble, mais elle veut se rapprocher de la membrane plasmique. Donc, elle va utiliser ce GPI pour permettre à la protéine d'avoir un lien étroit avec la membrane plasmique.
Donc ça, le GPI, donc, c'est sur la face, encore une fois, extracellulaire. Il n'y a pas de GPI ici. Bon. Donc je reviens au système endomembranaire. Maintenant, ce GPI, comment il se construit? Pareil. Il se construit sur la face cytosolique. Donc là, on ne vous le met pas sur le schéma, mais vous l'imaginez. Il se construit sur la face cytosolique. Puis, lorsqu'il va avoir un phénomène de flip-flop, il va aller au niveau de la lumière du RE. Et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir s'accrocher à la membrane, à la protéine. Pareil, ici, c'est pas qu'on avait la protéine ici qui était extracellulaire, et d'un coup, elle s'est accrochée à un GPI. Attention, ok, vous avez bien compris. Ça se fait en amont, tout ça. Ok, l'accrochage du GPI à la protéine se fait dès la synthèse de la protéine. Donc la protéine, elle est conditionnée pour se lier à un GPI. Donc, et c'est ça qui est intéressant dans la formation du GPI, c'est toujours construction cytosolique, puis flip-flop vers donc le côté luminal. D'accord? Pareil, sans consommation d'énergie. Ce schéma, on l'avait vu avec tous les protéines chaperons. Je rappelle que les protéines chaperons, dans le RE, on en connaît surtout 3, qui sont BIP, PDI et calnexine. Ok, on connaîtra une note la prochaine fois, dans le chapitre 11 en tout cas, mais ce sont PDI, ça ne consomme pas d'ATP. Okay, c'est la seule chaperon qui ne consomme pas d'ATP, et tous les autres ils sont calcium dépendants, c'est-à-dire que tous ces chaperons ont besoin de calcium pour fonctionner et sont des sites de stockage du calcium. Ça, on l'avait vu la dernière fois. Ça, c'est clair évident. Également. Bon, ça fera partie des questions-réponses de dimanche. Je vous donnerai l'horaire, peut-être ce sera un peu plus tôt parce que moi, le dimanche, j'ai des fois des petites choses à faire. Donc, ça sera peut-être un peu plus tôt le cours, je vous dirai. Mais il y aura déjà Tristan qui interviendra. Donc, je répondrai. Donc, bien évidemment, si vous avez des questions à ce niveau-là, vous pourrez toujours pouvoir répondre. Alors, ici, alors, excusez-moi, je vais vous poser ça là. Alors, ça, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'en fout. Ne regardez pas ça, ce schéma, je ne suis pas dans ça. Ça, on avait vu, c'est le schéma du chapitre 4. Alors, voilà. Ça, c'est le schéma que je voulais voir avec vous la dernière fois. Ça fait partie des 3 schémas que j'aime bien dans le chapitre 8. Et je vous avais dit de le travailler. D'ailleurs, je vous ai mis des QCM dessus par rapport à ça. Alors, ici, ce schéma, il nous montre comment un médicament ou quelque chose qui est toxique ou bien quelque chose qui est peu hydrosoluble, ok, ça c'est le mot magique, peu hydrosoluble, va se faire dégager de la cellule, pour parler vulgairement. Cette drogue ou ce médicament ou ce métabolique toxique a plusieurs possibilités. Je ne sais pas si vous vous souvenez bien, c'est que le cytochrome P450 est une hémoprotéine. Bon. Ça veut dire qu'il contient un atome de fer. Cette hémoprotéine, ici, elle utilise chaque fois 2 éléments pour fonctionner, qui sont le NADPH et l'O2. Okay, donc, pour pouvoir fonctionner, elle utilise le NADPH et l'O2. En fait, le cytochrome P450, son rôle, c'est de faire ce qu'on appelle des hydroxylations. Okay, donc, en gros, ça permet de rajouter une fonction hydroxyle à une protéine. Encore une fois, à quoi ça sert? Ça sert surtout à la rendre plus soluble. Pourquoi on veut la rendre plus soluble? Parce qu'on peut imaginer qu'en la rendant plus soluble, elle va devenir plus facilement exportable. Juste une précision, le NADPH, je rappelle qu'il peut provenir de 2 endroits. Ça, c'est la figure 9 du chapitre 5. Le NADPH, il peut provenir du cycle des pentoses,
lorsqu'on a besoin dans le cytosol du NADPH, donc c'est le cas, soit il peut provenir du cycle de Krebs, qui est dans la matrice de la mitochondrie, lorsque le cytochrome P450 il est dans la membrane interne de la mitochondrie. Vous vous souvenez de tout ça? Je l'espère. Donc ici, on est au niveau du cytosol, donc le cycle des pentoses. Pareil, on a ici la première possibilité, c'est que le métabolite reste à l'extérieur du RE. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans le RE. Ici, on est plutôt dans un REL. Hein. On reverra, c'est plutôt un REL ici. Et donc, lorsque le métabolite va rencontrer le cytochrome P450, on va donc l'hydroxyler, on va lui rajouter une fonction OH. Donc, ce métabolite peut être aussi sulfaté. Quel est le rôle du sulfate? Ne me demandez pas. Je n'ai pas vraiment la réponse. Ce n'est pas primordial. En gros, la première possibilité, c'est que ce métabolite sorte par une perméase ABC. Là, encore une fois, ça doit vous faire tilt. La perméase ABC, on l'a vu donc, pour les hormones stéroïdes. Pour les hormones thyroïdiennes, ça c'était dans le chapitre 3. Et on le voit ici au niveau d'une perméase ABC qui permet à la drogue ou aux médicaments de pouvoir être éjectés et pouvoir être donc sortis de la cellule. Mission accomplie. Deuxième possibilité, le métabolique rentre dans le RE. Donc on lui a mis une fonction OH. On va lui oublier tout ça, ne vous prenez pas la tête avec tout ça. En gros, on va lui rajouter un acide glycuronique qui va, lui, encore une fois, le rendre plus soluble. Et là, il ne va pas sortir par une perméase ABC, mais il va être exporté par le flux vectoriel, membranaire et permanent. Donc là, on part du RE, on va vers le Golgi, puis vers la membrane plasmique. Okay, sur la même chose qu'on voit depuis le début avec les vésicules, la dynamine, le déshabillage si c'est clatrine, etc., etc. Ça vous connaissez. Mais quand il y a marqué exportation, c'est exportation via la membrane plasmique et via des vésicules. Je pense que tout est marqué ici, le résumé est marqué ici. De toute façon, si je rajoute des choses, il faut le noter. OK. L'appareil de Golgi, on en avait parlé aussi la dernière fois. L'appareil de Golgi, il est en 3 sacules. Sacule 6, le moins acide, médian, moyen, trans, qui est plus acide, et TGN, c'est une partie du trans. Okay, TGN, c'est le plus acide. Okay, et on l'avait vu la dernière fois, donc dans la figure 18 du chapitre 8, et même la figure 33 du chapitre 8. Alors, je coupe 2 secondes. J'aimerais que vous regardiez juste ce schéma. Voilà. Donc, alors, ce schéma, il n'est pas tombé comme tel parce qu'il n'est pas hyper intéressant en soi, mais les informations sont importantes. Donc ici, on vous montre bien les 3 sacules, 6, médian et trans. On vous montre la diminution du pH au fur et à mesure. On vous montre qu'ici, bien évidemment, vu que le pH est acide, il y a le H+, et cuivre ATPase. Ça, c'est dans la figure 33, et des phosphates acides. Bon, dans le médian, synthèse des sphingolipides, on s'en fout un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que les récepteurs IP3 que vous connaissez, qui permettent la libération du calcium et la calcium ATPase qui peut se retrouver au niveau du Golgi, se retrouvent au niveau donc, du Golgi 6. Puisque le Golgi, je le rappelle, c'est le dernier schéma du chapitre 4, avant-dernier schéma du chapitre 4, je crois que c'est la figure 22, où on vous montre que le Golgi, comme tous les éléments du système endombralaire, sont des récepteurs, sont des sites de stockage du calcium. Je rappelle ici que la N et la C-glycosation, c'est dans le RE.
Et la haute glycosylation, c'est dommage qu'on ne vous la montre pas, mais la haute glycosylation se passe dans le Golgi. OK? Donc, on voit ici, je vois ici. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui est marqué ici, c'est que dans le Golgi, tout de même, il peut avoir une modification de la N et la C-glycosylation. C'est-à-dire que l'accrochage de la N et la C-glycosylation se met au niveau du RE, mais il peut avoir une modification ponctuelle. On peut lui enlever des sucres, puis un peu en rajouter, mais ça peut se faire dans le Golgi. Okay, donc le pH diminue au fur et à mesure. Et enfin, je rappelle que, alors ce n'est pas exactement montré ici, mais on a ici les voiles hyaloplasmiques qui permettent de faire la phagocytose. Donc ces voiles hyaloplasmiques qui permettent aussi de faire ce qu'on appelle l'autophagie qu'on va voir de suite. Ça, on l'avait vu ensemble. Donc, très important ce schéma, je le rappelle. Hein, juste, je fais une brève révision. Brefédine A, qui inhibe les vésicules de COP1. Flux de retour. On est au niveau du Golgi trans. Mais souvenez-vous que Brefédine A est inefficace lorsque la vésicule de COP1 part du 6 ou du médian. Okay, ça, c'est la figure 33 du chapitre 8. Okay, donc, Brefédine A active ici, mais pas au niveau du 6 et du médian. Brefédine A active aussi au niveau de la clatrine et au niveau de FAP. Mais Brefédine A n'est pas active au niveau de la cavéoline. Donc ici, même s'il y a de la Brefédine A, nickel, cavéoline va faire son exocytose. En tout cas, la vésicule recouverte de cavéoline. Très important, alors très important, on a parlé du GPI, il y a des questions des fois qui tombent dessus. Les glycoprotéines recouvertes de GPI, enfin en tout cas accrochées à un GPI, utilisent une vésicule recouverte de cavéoline pour être exocytée. Donc, en gros, la protéine que je vous ai montrée tout à l'heure, qui va jusque dans la membrane plasmique et qui va permettre justement l'exocytose, si elle est accrochée à un GPI, c'est forcément qu'elle est au niveau d'une vésicule de cavéoline. Okay, ça, c'était une petite finesse. Et pour tout vous dire, je l'avais un peu oublié et c'est bien ici de le rappeler ici. Comme quoi, on peut tous oublier, il n'y a aucun problème. Là, c'est encore une fois une révision de tout ce qu'on a vu depuis le début. Voilà. L'autophagie. Alors, l'autophagie, on va voir un schéma dessus. Retenez que l'autophagie, c'est comme un suicide, non pas de la cellule, mais du compartiment de l'organisme. Donc, en gros, l'autophagie, c'est lorsque la mitochondrie, le Golgi, tous les éléments partent dans une mort des organites et qui vont permettre un renouvellement. Okay, donc, ici, on va voir ici. Et donc l'autophagie, les 6 termes de l'autophagie proviennent de 6 termes des voiles hyaloplasmiques du RE, du Golgi ou du RE. Très bien. Alors, ce schéma est tombé il y a 2 ans, je crois. Donc, important, pas parce que là aussi, il est intéressant dans le sens où il est un peu plus complet que le schéma précédent, mais c'est le même principe. Ça, c'est le flux vectoriel membranaire et permanent. Golgi, endosome, ok, ça peut passer par l'endosome. Alors, attendez, le flux vectoriel membranaire et permanent, oui, il n'y a pas que là, mais ici, par exemple, on est au niveau d'un Golgi trans ou TGN. On sait très bien que le Golgi trans, lorsqu'il peut envoyer, il peut envoyer une vésicule ici de clatrine, mais il y a aussi cavéoline, FAP, okay, et COP1 dans le sens inverse. Ça, on vient de le dire à l'instant. Ici, pareil, la dynamine permet l'étranglement de la vésicule. Attention, si c'était cavéoline, il n'y a pas de dynamine. Déshabillage grâce à HSP 70 plus ATP. Alors là, quand je commente ça, c'est toutes les questions qu'on peut vous poser. Hein. Puis, alors, il y en a un qui va être fort, ou une qui va être forte, qui va me dire, c'est où qu'on a vu quand je dis ce schéma, ce mécanisme, où il y a ici une vésicule, avec quelque chose dedans d'ailleurs,
qui peut aller vers l'endosome, voire même le lysosome. Alors, faites-moi rêver. C'est pour les LDL, pour le cholestérol, hein? Alors, le LDL, alors, le LDL, c'est pas exactement ça. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Alors, le LDL, C'est- souviens-toi. Alors, attends, juste, je réponds à Ethel. Le LDL, souviens-toi, c'est lorsque la vésicule va être endocytée, donc ça part de la membrane plasmique. Donc ici, tu vois qu'on part au niveau de la, Ah oui, oui, oui. au niveau du Golgi. Alors attention, ici, par contre, ici, tu as raison. Quand on part de là ou de là ici pour aller finir vers le lysosome, oui, là, ça peut être effectivement le LDL. Tu as raison. Ici, s'il y a un LDL, par exemple, qui est ici, ça peut partir ici. Ça peut être dans l'endosome précoce d'abord, puisqu'il y a différentes phases, puis endosome tardif, puis lysosome. Tu as raison. Mais là, je parlais de ce côté-là. Charlie, je sais Oui. pas si tu voulais parler. C'est pas quand on a hydrolyse à pH neutre dans le protéasome et ensuite on a adressage au lysosome pour hydrolyse à pH acide des peptides androgéniques. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais est-ce que dans ce schéma-là, donc Pas. tu parles de la figure 5 du chapitre 4, est-ce que dans ce schéma-là, tu vois un Golgi qui intervient? Non. Pas spécialement. Dan, c'est C'est-à-dire pas que dans la ce protéine, elle chapitre? va se faire Dan, dégrader dans le protéasome, pH neutre. Si ça se marche, si ça marche pas, elle peut sortir du protéasome et être adressée grâce à des chaperons d'ailleurs vers le lysosome qu'on va voir tout à l'heure. Ça, on va le revoir. Donc Mm. ça, et dans ce schéma-là, il y a même a priori, il n'y a pas tellement de vésicules. Ça peut ou pas, quoi. C'est pas. pas obligé. Donc c'est pas ça. Autre Ok. personne? Dan, c'est pas quand la protéine soluble elle sort du Golgi? Là, il faut que tu te mouilles un peu Man- plus. C'est c'est la trop. mannose 6P. Ah, voilà, C'est ça? exactement. C'est pour le mannose 6-phosphate. Vous vous souvenez de la figure 22 du chapitre 8? Oh, on l'a vu l'autre fois. Merde. Voilà. Figure 22 du chapitre 8. Vous vous souvenez qu'on part du Golgi et on avait dit que la protéine soluble en question, elle allait ici avoir son récepteur et le fait qu'elle ait le mannose 6-phosphate, c'est un signal d'adressage vers le lysosome. Donc, elle va aller vers le lysosome, clatrine, etc., etc. Vous connaissez, mais elle peut aller vers l'endosome qui va se transformer en lysosome. Maintenant, vous comprenez. Okay, donc, effectivement, c'était ce schéma-là que je pensais. Donc, ici, vous voyez ici, Golgi trans, lysosome, clatrine, vésicule de clatrine, déshabillage, ça va directement dans le lysosome. Ça peut passer par l'endosome, mais ça peut aussi directement aller, vous voyez ici, ça peut passer par l'endosome, mais ça peut aussi directement aller dans le lysosome. À noter, très important, les pH. 7,4, c'est à peu près le pH du cytosol. Donc, endosome précoce, 7,4. Endosome tardif, 6,5. Un peu plus acide. Et enfin, donc l'endosome tardif, le MVB, ce qu'on appelle aussi le MVB, pH 6,5. Là aussi, la figure 34 du chapitre 8, je vous rappelle, figure 34 du chapitre 8, donc je prends compte que vous les connaissez par cœur, mais bon, je vous surestime sans doute. Ici, vous vous souvenez de ce schéma, figure 34, avec KDEL, tout ça, on avait vu aussi les pH. RE, c'est 7,4. C'est important de connaître tous les pH. Hein. Le RE, c'est 7,4. Et le Golgi, ici, 6 médian, c'est aussi 6,5. Donc, il faut avoir le côté un peu clair au niveau des pH. Donc, je répète ici. 6,5, l'endosome tardif a le même pH que le Golgi 6 médian. OK? Donc, si par exemple, dans un QCM qui serait un peu vache, mais bon, moi je suis capable de le faire, si on dit ici le pH ici est proche de celui-là, c'est faux. Le pH ici, il est plus proche de celui-là.
parce que le 6 médian, c'est déjà à 6,5. Donc le trans, donc c'est bien inférieur qu'à 6,5. Donc là, effectivement, Etel, c'est le LDL qui revient ici. Et on peut avoir aussi une vésicule d'endocytose de cavéoline. Alors, ce qui est aussi important, c'est que finalement, la cavéole, qui est toujours, qui ne se fait pas déshabiller, rentre quand même ici dans l'endosome. C'est-à-dire qu'il va quand même fusionner, malgré que la vésicule, le revêtement y est encore, il va quand même fusionner avec l'endosome. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Alors, ce qui est aussi intéressant ici, c'est qu'à partir d'un endosome, on peut aboutir à une exocytose. Okay, c'est-à-dire que le schéma RE-Golgi membrane plasmique, ça peut être aussi RE-Golgi. On peut passer éventuellement par l'endosome et aller. Donc, les pH sont importants. Les pH sont importants. Il faudra donc les apprendre bien comme il faut. Et le MVB, c'est un peu particulier. Le MVB, on va dans quelque chose qui est un peu spécial. Alors, ce schéma-là a disparu du programme de PACES durant quelques années, mais a été remis depuis soit l'année dernière, soit l'année d'avant. Alors, vous vous souvenez, ça c'est très important, je ne sais pas, mais c'est important. Vous vous souvenez du CMH, CMH1 et CMH2. Ce qui était intéressant dans les CMH, c'est qu'on avait vu que lorsque le peptide antigénique rencontrait le transporteur TAP, il allait dans le RE, il était coupé par ERAP. Ça, c'est la figure 5 du chapitre 4. Après, lorsqu'il est dans le RE, il va être encore coupé par ERAP et il va rencontrer un CMH1 qui va donc amener le peptide par exocytose vers le lymphocyte CD8. Je rappelle que le lymphocyte CD8, que le CMH, lorsqu'il se lie à l'opeptide antigénique, c'est une liaison non covalente. Okay, je vous avais fait un tableau d'ailleurs pour la liaison non covalente. Alors, j'imagine que sur tous les étudiants qui écoutent ce cours-là et ceux qui écouteront avec le lien YouTube, il y a beaucoup d'étudiants qui doivent, alors regardez-moi, qui doivent rester comme ça, qui doivent écouter, qui doivent. Alors, je vous dis, à moins que vous ayez une mémoire photogénique, photographique, il faut noter, ok, donc CMH avec le peptide, liaison non covalente. Bon, c'est juste une aparté. Mais c'était le CMH1 qui allait voir le lymphocyte CD8. Maintenant, le CMH de type 2, alors, le CMH de type 2, lui, quand il va fixer son antigène, ce n'est pas au niveau du RE, c'est au niveau du MVB, de l'endosome tardif. CMH1 qui va fixer son antigène au niveau du RE, ça on le connaissait. Maintenant, CMH2, il va partir du RE dans une vésicule, passer par le Golgi, et il va vers l'endosome. L'endosome tardif. Et c'est à cet endroit-là que le CMH va aller donc au niveau va fixer son antigène au niveau du MVB. Puis à partir du MVB, comme on dit tout à l'heure, il peut avoir une exocytose. Une exocytose, donc, qui va donc permettre de le présenter, puisque le CMH est un présentateur d'antigène, au lymphocyte CD4. Soit directement, soit par ce qu'on appelle un exosome. Un exosome, c'est une partie de la membrane plasmique qui est venue ici. On s'en fout un peu, c'est juste le terme. Donc, il y a trois grandes différences, vous le notez. Je vous les enverrai aussi, ne vous inquiétez pas, mais il y a trois grandes différences entre le CMH1 et CMH2. Première différence, on vient de le dire.
Il y en a un qui fixe son antigène au niveau 2, un qui fixe son antigène au niveau du MVB. Deuxième différence, l'CMH1 va fixer aux lymphocytes CD8, le CMH2 va présenter aux lymphocytes CD4. Troisième différence, et pas des moindres, c'est que le CMH1, il se trouve dans toutes les cellules. Donc ici, le CMH1 dans toutes les cellules, alors que le CMH de type 2, lui, se retrouve que dans des cellules spécialisées de type macrophage. Okay, donc le CMH2, vous ne le retrouverez pas de partout, vous le retrouvez juste dans les trucs de style CMH de type dans le type macrophage. Ok. Voilà. Donc ça, c'était la différence CMH1, CMH2. Ok, donc ça, c'est vraiment le résumé de tout ce qu'on a vu. Maintenant, dernière chose qu'on aborde dans le chapitre 8, c'est les lysosomes. Alors, le lysosome, je répète, c'est une poubelle de la cellule, pH égale 5. Il a la phosphatase acide, c'est elle qui va tout couper. Vous vous rappelez que la phosphatase acide, on la retrouve aussi dans le TGN, on l'a vu tout à l'heure. La particularité de l'endosome, c'est que ici, alors on va le voir de suite, c'est qu'il a une H plus ATPase, c'est normal, hein, puisqu'il veut que son pH reste à 5. Et il a ici des protéines qui s'appellent LAMP1 et LAMP2, qui sont des glycoprotéines qui vont être un peu un marqueur du lysosome. C'est-à-dire qu'à partir de LAMP2, on est au niveau d'un lysosome. C'est la seule chose qu'on peut connaître sur LAMP1 et LAMP2. C'est un marqueur donc, du lysosome. Et ce qui est intéressant, ça on l'avait vu, ce qui est intéressant, alors ça on va le voir de suite, dans le lysosome, je voulais voir d'abord ce schéma, c'est que le lysosome, il peut tout couper. Par exemple, vous vous souvenez, le LDL qui va dans le lysosome, je vous avais dit, le LDL, il est transporteur de cholestérol. Ça ne sert à rien que le LDL reste dans le lysosome. On avait dit que le but final du LDL, c'est qu'il donne son cholestérol et ce cholestérol, il sort. Regardez par où ça sort, par des perméases. Donc, juste, notez bien la finesse. C'est que lorsqu'il y a, le LDL se fait endocyter. Il y a un récepteur, il y a une endocytose avec vésicule de Clathrin, des habillages, endosome, etc. Il n'y a aucune perméase là-dedans. Mais lorsque le cholestérol va devoir sortir du lysosome, là, il va passer par une perméase. Pareil, une protéine va être coupée en peptides, encore une peptidase, et va être coupée encore en acide aminé. Okay, l'acide aminé, je rappelle, le protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés. Pareil, il va ressortir. Et ça, c'est le cas, par exemple, de ce que m'a dit tout à l'heure Shirley, c'est quand on parlait de la protéine qui était au niveau donc, du protéasome et qui va revenir dans le lysosome pour se faire cliver. Les ADN et ARN peuvent être clivés aussi par des nucléases, protéases, nucléases. Okay, les sucres par des glycosidases et les lipides par des lipases. Ça, vous connaissez, mais tout sort par des perméases. Ce qui est intéressant ici, et ça, vous vous souvenez, c'est Shirley, je rappelle qu'il nous l'a rappelé tout à l'heure, le protéasome, lorsqu'il ne peut pas cliver les protéines, va emmener le peptide qui est encore ubiquitinylé et partiellement hydrolysé, va l'amener vers le lysosome et qui va l'aider. Vous vous rappelez qu'on avait marqué qu'il y a des chaperons qui aidaient à l'adressage. Vous le voyez ici, les chaperons vont permettre l'adressage du peptide dans le lysosome. Vous voyez le recoupement entre la figure 5 du chapitre 4 que l'on a vu la dernière fois et ce schéma-là, vous comprenez mieux ici et vous faites le lien, voilà, ubiquitiné, partiellement hydrolysé, vous comprenez bien le lien entre tous. Alors, à part ce schéma, je ne sais pas s'il en reste, ce schéma est tombé. Ceci, c'est important de le décortiquer, puisque la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de rappels.
Ici, on est au niveau d'une endocytose. Ici, dans ce schéma, pareil, quand vous voyez un schéma comme ça, il faut dire, mais qu'est-ce qui me veut ce schéma? Chaque fois que vous devez vous poser la question, c'est qu'est-ce qui me veut ce schéma? Ce schéma, il nous montre les 4 voies d'entrée dans le lysosome. Il y a 4 possibilités. Ça, c'est important pour pour bien faire un bon résumé de tout. Il y a 4 possibilités de rentrer dans le lysosome. Première possibilité classique, ça vous connaissez tous, l'endocytose. Endocytose, endosome précoce, endosome tardif, lysosome. L'endocytose, ça c'est le LDL, le schéma sur le LDL, le schéma sur toutes les protéines qui se font endocyter et qui vont vers l'endosome précoce, l'endosome tardif et qui vont donner un lysosome. Le matériau est dégradé comme le LDL et va donner après du cholestérol et qui va donc donner le reste et qui va nourrir la cellule. J'ai parlé du cholestérol, ça peut être 20 000 choses autres. Très bien. Ça, c'est la voie classique. Dans cette voie classique, une sous-voie classique, c'est quand on est au niveau du Golgi trans. Pareil, ce n'est pas une endocytose, mais le Golgi trans, il peut envoyer directement ou passer par l'endosome des éléments dans le lysosome. Donc, en gros, cette façon de rentrer dans le lysosome, c'est une façon grâce à la transformation de l'endosome en lysosome. Okay, je résumerai comme ça. Deuxième façon, vous connaissez aussi, c'est la phagocytose. On l'a vu dans l'apoptose, on a vu que ça vient des voies hyaloplasmiques qui proviennent du RE du Golgi, cette phagocytose, je vous rappelle, et donc ça bouffe une bactérie. Et donc, la destination finale de la phagocytose par un macrophage, okay, si ça c'est une cellule, c'est un macrophage, et le lysosome. C'est classique aussi. Je rappelle que le lysosome est nourri lui aussi par des H+ ATPases. Ok. Troisième possibilité, je passe par ici, c'est l'autophagie. On l'a vu tout à l'heure, c'est le suicide du compartiment. Donc ici, vous voyez la mitochondrie qui décide de se auto-suicider. Et donc, on a les sites ternes dérivés du TGN, et aussi, vous pouvez marquer TGN et RE, puisque ce n'est pas que du TGN. OK, et qui vont permettre ici d'entourer la mitochondrie pour la digérer et pour former ce qu'on appelle une vacuole autophagique et qui va donc nourrir le lysosome. C'était la troisième possibilité. Enfin, la quatrième possibilité, c'est une entrée directe via des perméases. Et là, on est dans le cadre du protéasome qui, encore une fois, ne peut pas et donc va envoyer la protéine vers un pH plus acide. Et donc là, on rentre direct via des perméases. Donc ici, presque tout ça, c'est grâce à des vésicules en fait. Hein. Okay, donc c'est système endomembranaire plus. Ici, on peut rentrer directement la protéine dans le lysosome et se faire détruire. Et encore une fois, je répète, grâce à l'action du chaperon HSP70. Donc ça, il faudra apprendre. Est-ce que j'ai tout vu? Me semble-t-il que oui. Ça, je m'en fous un peu. Je suis pas là. On ne va pas bosser ce schéma-là. Alors, il y a oui, non, oula. Il y a un truc qu'on n'aura pas vu. Le dernier schéma. Si mes souvenirs sont bons. Ça, on l'a vu. Ça, c'est de la rigolade pour vous. Alors ça, c'est hyper facile. Voilà. C'est le dernier schéma, me semble-t-il, du chapitre 8 que je voulais voir. Est-ce qu'il y en a un autre? Je ne sais pas. On s'en fout. On l'a vu. On l'a vu. Et on l'a vu. Félicitations. Alors, vous vous souvenez des protéines G? Alors, je fais un bref résumé. Protéines G, on a quoi? On a la dynamine. Je ne dis pas les fonctions, vous les connaissez. Dynamine, ARF pour le revêtement, mitofusine, DRP1, OPA1. On avait vu en secret la protéine GRAN. Vous vous souvenez, la protéine GRAN qui permet les flux nucléoplasmiques, cytoplasmiques. On a vu aussi la protéine GRO. La protéine GRO est responsable
structurer le cytosquelette et lui-même activé par l'intégrine. Bon. Et ici, on découvre. Alors, il y en a encore une autre qu'on verra dans le chapitre 11, ou au moins 2 autres. Et il y a une nouvelle aujourd'hui. Encore une fois, là, de quoi je parle, des protéines G monomériques. Trimériques, on en connaît d'autres qu'on reverra. Monomérique, excusez-moi, on en a une nouvelle, c'est la protéine G-RAB. La protéine G-RAB, elle permet la fusion des vésicules. C'est-à-dire que, je vous avais dit, on fusionne mieux quand on est tout nu, mais ça ne suffit pas. Ici, la protéine G-RAB va permettre cette fusion. Donc, pour ceux qui ont une imagination, quand on fusionne mieux quand on est tout nu, bah, vous imaginez qu'est-ce que ça peut être le protéine G-RAB. Moi, vu que je suis un garçon bien éduqué, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà. Bon. Donc, la protéine G-RAB va permettre de fluidifier ici la fusion entre la vésicule donneuse et la vésicule receveuse. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Mais il y a plusieurs étapes. Pareil, protéines G sont toujours couplées au GTP. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 vésicules. Une receveuse, une donneuse. Vesnar, c'est juste que c'est juste une protéine de la vésicule donneuse. Et là, du compartiment receveur, c'est Tesnar. Target, c'est recevoir. Et ici, on a la protéine G-RAB qui est couplée au GTP. Ok, on démarre comme ça. La protéine G-RAB est couplée au GTP. Puis, il y a un autre ami, un complexe d'approche qui va venir, qui va permettre à la protéine G et à la vésicule donc de se rapprocher du compartiment receveur. Enfin, lorsqu'il y a une augmentation de calcium, il va avoir un signal de fusion. Et là, à ce moment-là, pour qu'il y ait fusion, il faut qu'il y ait hydrolyse du GTP, donc consommation d'énergie. C'est pour ça que ici, tout ce qui va nécessiter la fusion des compartiments est un phénomène actif et nécessite du calcium. Ce calcium, alors là, il y a marqué qu'il provient de la membrane plasmique, mais ma foi, il peut provenir d'autres endroits. Hein. Je ne suis pas fermé au fait que ça peut provenir que de la membrane plasmique. Ok, donc voilà, découvert une autre découverte, protéine G-RAB, le résumé ici, et qui va vous montrer en tout cas les différentes étapes. Oui. Est-ce que SNAR, c'est une protéase cytosolique ou c'est une protéase cytosolique? Est-ce que SNAR, c'est la question? Ouais. Est-ce que c'est une protéase cytosolique? Une protéase cytosolique? Je ne pense pas, puisque c'est une protéine qui se retrouve dans la membrane du RE. Enfin, du elle est ah ouais, ok. On est au niveau du système endomembranaire, donc probablement c'est ok, c'est bon. Ouais. Ok. Bon, bravo. Chapitre 8, fini. On est le 20 mai, les amis. Le 20 mai, chapitre 8 est terminé. Alors, pour tout vous dire, je ne vais pas vous faire le chapitre 9. Je vais juste vous faire une introduction pour que vous puissiez commencer à le travailler pour la semaine prochaine. Je vais vous demander, vous allez noter, je vais vous demander de travailler quelques schémas en amont et je vais vous envoyer sur la fiche mes commentaires sur ces schémas-là. Je veux que vous bossiez ici, donc, à page 39, page 9. Ici, ce schéma, on a ici ce schéma que je veux que vous voyez. OK? Je veux aussi que vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien dans le chapitre 9. Hein. Je veux aussi que vous voyez
Page 15, la figure, normalement, c'est la figure 6. Voilà, figure 6, la page 15. Très important. Quand je dis voir le truc, c'est avec les commentaires, bien évidemment. Figure 15. Et enfin, je veux, voilà, vous allez vous embrouiller. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux aussi que vous voyez, alors ça c'est OK. Bon, vous allez voir que ça, OK? Et ça suffira déjà pas mal, d'accord? Et donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.